au niveau national, nous avons un stock qui est suffisant pour une consommation de 3 jours. De 3 jours 3 jours. De 3 jours 3 jours, oui, 3 jours. Alors que l'OMS recommande un stock minimum de 7 jours. Quand je fais la comparaison avec les sonnettes d'alarme qu'on tire pour les réserves de change, je me dis qu'on peut faire un distinguo assez intéressant. Alors là, vous parlez de stock, vous parlez de dons, avec un taux qui est quand même assez... Alors, vous avez dit en dessous de ce qui est recommandé par l'OMS. Qu'est-ce qui est recommandé par l'OMS ? 4 à 5%. 4 à 5%. Alors qu'on est à moins de 1%. Alors, et je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'indice de générosité, d'accord ? Est-ce qu'on va dire que le Marocain n'est pas généreux ? Loin de là. Il n'est pas informé. C'est un manque de communication, tout simplement. Tout simplement. Et parce que le Marocain, à chaque fois qu'on lui demande de faire un effort, il le fait. En termes de générosité, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Mais les gens ne connaissent pas les faits principaux dans cette histoire de pénurie de dons du sang. Moi, je commence toujours par choquer les gens en leur disant... Parce que là, on a pénurie de sang et pénurie de dons du sang. Bien sûr. On est bien d'accord. Je commence toujours par choquer les gens en disant, vous savez, si vous ne donnez pas, et si je ne donne pas, vous ne faites pas d'illusion avec quelqu'un qui meurt quelque part. On doit répondre à la FIFA. S'il vous pose la question, combien vous avez de policiers, combien vous avez de trucs, ce sont des choses qui concernent le Maroc. Est-ce qu'on est obligé de leur répondre ? Et tous les pays s'y prêtent ? Enfin, je sais pas, je pose la question. Sauf la bonne gouvernance au niveau étatique marocain. On divulgue parfois des informations officiellement. Vous voulez voir, par exemple, les revues de la police marocaine. Vous voyez combien de policiers la PJ, il y a combien de la police là. On cache rien. Ça, c'est presque un secret polichinelle. Surtout, ça ne dépasse pas certaines limites. C'est de bonne guerre. Ce sont des questions de bonne guerre. Puis en plus, la FIFA a déjà un background. Il suffit de regarder que le Maroc a déjà organisé 2 mondiales des clubs, le dernier championnat d'Afrique des joueurs locaux. Donc, on sait déjà un petit peu le dispositif qui est mis en place pour assurer la sécurité. On a vu sur le Tchad, par exemple, qu'il y avait ces stadiers qui étaient en place. Ils ne sont en revanche peut-être pas aussi présents sur les matchs du championnat national, sur le Botola. Ça, c'est peut-être un point à revoir, d'ailleurs, à ce niveau-là, pour éviter justement les confusions. Moi, j'irai plus loin. J'aimerais bien que le championnat national soit calqué à la compétition africaine, à la compétition internationale. Tout à fait. Parce qu'on réussit, parce qu'on est ensemble. Parce qu'on ne travaille pas seul. Parce que la fédération, elle est là, et tout le monde est là, son argiste est là, les autorités locales sont là, tout le monde est là. Quand on travaille ensemble, collégialement, et il y a une vision de coproduction, de la sécurité, on excelle. On prend haut la main de tous les défis. Ce qui n'est pas le cas dans les matchs de championnat. Non, ne vous inquiétez pas parce que c'est la Coupe du Monde. Alors les efforts vont converger pour la réussite. Et ça tombe. Pour faire passer le message au groupe ultra, parce qu'on ne faut pas mettre tous les ultras du Maroc sur le même banc d'accusation. Parce qu'il ne faut pas tous les diaboliser. Il y a certains cas isolés qui peuvent survenir. Et vous connaissez la psychologie de la foule. Gustave Le Bon l'explique dans son ouvrage. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, n'importe petite étincelle peut éclater le stade. Provocation de policier, provocation à l'intérieur, mauvais accueil, n'importe quoi. Mais au niveau international, à ce degré de la FIFA, on laisse rien au hasard. Aujourd'hui, il faut bien rappeler que nous avons 2 langues dans notre constitution, c'est l'arabe et la langue amazigh. Aujourd'hui, le français n'a aucun statut qui n'est sinon celui de langue étrangère. Est-ce qu'il est normal, langue ouverte sur le monde, et concevable, c'est la Constitution. dans un pays comme le nôtre où il suffit... Regardez, on fait une émission en français quand même, on a un public francophone au Maroc, et on est dans des supports médias francophones, il y en a à foison, que ça soit sur le web également. Est-ce que on pourrait pas imaginer un statut particulier pour la langue française pour sortir de cette espèce d'hypocrisie ? On n'a jamais réfléchi. Oui, moi, sur ça, vous savez, c'est un vieux débat. Je vais vous expliquer en termes clairs. Puisque en tant que journaliste, vous savez, la presse au Maroc, entre la presse francophone et la presse arabophone, la presse francophone représente à peu près 5% des éditions au Maroc. Et ce sont eux les décideurs. Oui, l'impact en termes d'influence. En termes d'impact, en termes d'influence. Mais ça, on ne l'a pas compris depuis toutes ces années. Et le reste, c'est arabophone. Oui. Et même le statut des journalistes arabophones n'a rien de commun avec le statut des journalistes francophones.
Ils sont mieux payés, ils sont bien... Et ce n'est pas... C'est vrai, ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, ils vont me dire, oui, ce qu'il dit est vrai. Et ça, c'est vrai. C'est une réalité. Et pourquoi? Et parce que cette presse francophone ne s'adresse qu'aux élites, les décideurs du Maroc. Cette presse francophone ne s'intéresse qu'aux opérateurs économiques. Alors, et résultat, tout ce qui se décide, quand l'économie écrit un papier sur quelque chose, automatiquement, le lendemain, on voit la version. Quand le matin rapporte quelque chose, le lendemain, quand l'opinion rapporte, on voit le lendemain. Le reste, pourquoi? Parce que la différence entre la presse francophone et la presse arabophone, c'est que la presse arabophone... Je ne suis pas tellement d'accord avec vous, parce que la presse arabophone... Est-ce que je suis là que vous acceptez mes idées? Non, mais pas du tout. Non. Sinon, pourquoi on serait ensemble? Effectivement, la presse francophone a de l'impact, c'est vrai, mais aujourd'hui aussi, la presse arabophone... Indéniable, bien sûr. A aussi donc, un lectorat beaucoup plus important. Et s'adresse aussi... Alors, presse et médias, on va dire médias en général. Oui, hein, médias en général. Oui, parce qu'on voit le niveau de lectorat de la presse n'est pas reluisant. Elle s'adresse aussi à des... Non, elle s'adresse aussi aux décideurs. Il ne faut pas se laisser faire. Non, je ne me laisse pas faire. Elle s'adresse aussi aux décideurs donc, de ce pays, la presse arabophone. Je ne suis pas d'accord avec vous. Dans tous les pays, on va dire excusez-moi cette question, mais les personnes symboles, on va prendre la France, on ne peut pas comparer parce qu'on n'avait pas les mêmes, rapports à la religion dans ces pays-là, mais les porte-paroles de cette lutte étaient souvent des femmes. Est-ce que le fait que ça soit un homme, vous en l'occurrence, est-ce que c'est quelque chose qui ne joue pas aussi peut-être en défaveur ou en faveur? Non, mais est-ce que c'est normal que ça soit un homme? Ça devrait donner du poids, au contraire, parce que là, ça montre qu'il y a de l'altruisme là-dedans, au fait. Je ne risque pas d'être enceinte, je ne risque pas de me faire avorter, et puis en plus, je suis dans un secteur public, je suis dans le public, donc je ne cherche pas à m'enrichir, donc tout cela, et je suis gynécologue, la seule chose, c'est que nous sommes gynécologues, et nous voyons, c'est le désespoir de ces personnes qui arrivent dans des situations catastrophiques. Mais imaginez quand une personne... Mais est-ce que les médecins font front commun? C'est là la question que je veux poser aussi. Est-ce que finalement, c'est pas toute la profession médicale qui devrait être derrière vous? Parce que c'est un argument de santé publique que vous avancez. Hein. Ce n'est ni un argument idéologique, ni quoi que ce soit. C'est un argument de santé publique. Est-ce que le corps médical est suffisamment solidaire sur ce plan-là? Ou on a l'impression qu'il y en a certains qui n'ont pas envie d'en parler? Nadia. La réalité nous rattrape. Oui. Il y a certains qui n'ont pas envie d'en parler. Tout à fait. Mais bon, je remercie M. Charibi d'avoir pris ce débat et d'avoir créé cette association. On doit en parler parce que les choses n'avancent pas malgré les situations de détresse. Ça n'avance pas. Et malgré la conférence débat qui a eu lieu après la réunion royale avec les ministres concernés, l'échange était très intéressant. Et on est rentré dans des détails, même pour la date, le terme de grossesse. Mais malheureusement, ça n'a pas avancé. Alors, et je veux vous dire, justement, parce que les médecins ne veulent pas en parler, parce qu'ils ont peur d'être étiquetés avorteurs. Maintenant, je remercie Nadia d'avoir accepté de participer à ce débat, à cette discussion d'aujourd'hui. Mais on est en train seulement... Ça ne veut pas dire qu'on est avorteur. Moi, par exemple, quand on me rencontre « Bonjour, monsieur avortement », ou bien que les gens viennent dans mon bureau, à la maternité, croyant que je vais les faire avorter. Je leur dis « Vous tapez à la mauvaise porte ». Moi, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de trouver que la loi puisse donner. Le jour où la loi me donnera le droit, oui, je le ferai.